Silence on roule supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca. La référence en électromobilité. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Stardust fabriquera des batteries à recharge ultra rapide. Beaucoup de véhicules électriques fabriqués en Ontario pour GM. Rivian augmente sa capitalisation de 3,4 milliards canadiens. Ça ne sera pas facile pour passer à l'électrique pour Chrysler. Le gouvernement américain roulera électrique grâce à Joe Biden. À la chronique 100% net zéro avec Nicolas Lambert, on parle du recyclage des batteries lithium-ion. De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand, on parle de la montée des véhicules électriques en France. Et à connaître son auto en 60 secondes top chrono, on parle des batteries l'hiver. Et finalement, en grande entrevue, les nouveautés chez Volkswagen avec Patrick Danielson de Volkswagen Canada. Tout ça et bien plus encore dans la 95e de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent 2 semaines, que vous n'avez pas trop souffert du froid de l'hiver qui est, ma foi, bien installé maintenant. Donc, on peut quand même bénéficier, propriétaire de voitures électriques, des fonctionnalités de préchauffage de nos voitures, ce qui nous permet d'entrer dedans la voiture chaude et ce, je tiens à le dire, sans polluer évidemment. Donc, ceux qui ont une voiture électrique là, apprécient généralement de démarrer un matin froid parce que la voiture va s'être chauffée toute seule. C'est un autre des nombreux bénéfices de rouler électrique. J'en profite pour saluer des fidèles auditeurs, Stéphane Bourque, Steve Hubert et plein d'autres qui m'écrivent régulièrement pour me donner des suggestions, de l'information, des commentaires sur l'épisode. Donc, gênez-vous pas pour le faire. Hein? C'est toujours apprécié quand vous nous écrivez, que vous nous faites un petit coucou. On sait qu'on est écouté, donc vous écrivez à martin@silenceonroule.com. Je vous lis, ne vous en faites pas, puis je réponds là, presque tout le temps. Donc, il n'y a pas à s'en faire. Envoyez-nous un petit message et puis c'est toujours bien apprécié de notre part. Évidemment, d'autres façons de nous encourager, c'est d'encourager nos commanditaires, bien sûr. Également, de nous coter sur Apple Podcast, là, il y a un système d'étoiles là, de 1 à 5 étoiles. Quand vous nous mettez 5 étoiles et que vous écrivez un commentaire, bien, ça aide à augmenter la popularité du podcast, à le faire remonter dans la liste et ainsi le faire connaître auprès d'un plus grand nombre d'électromobilistes possible. Je vous rappelle également qu'on a toujours notre promotion macapuche.com où on fait tirer un protège port de recharge pour véhicules électriques. Donc, c'est fort simple. Vous allez écouter le podcast aujourd'hui et je vous donne le mot de passe que vous devrez inscrire sur notre page Facebook. Donc, vous allez aller sur la page Facebook de Silence on roule. Si vous ne la connaissez pas là, sur Facebook, c'est Silence on roule, le podcast. Vous allez voir là une publication en lien avec le concours et vous devrez indiquer dans un message que vous allez laisser là, sous ce message-là, vous allez répondre en taguant, en identifiant 2 de vos connaissances. Et vous allez également me donner le mot de passe qui est cette semaine silence. Je répète, le mot de passe est silence. Pas trop compliqué, n'est-ce pas? Donc, voilà, je ne veux pas trop m'étirer en préambule parce qu'on a un épisode avec beaucoup de contenu cette semaine. On va, entre autres, parler avec quelqu'un de chez Volkswagen Canada, donc les gens qui attendent les nouveaux véhicules de Volkswagen. Je pense que ça va vous intéresser. On a aussi la première chronique de Cédric Ingrand, la chronique de l'autre côté de l'Atlantique, où Cédric va, sur une base régulière, nous faire le topo de ce qui se passe côté véhicules électriques en Europe, parce que, bon, évidemment, il y a des choses qui ressemblent beaucoup à ici, mais il y a également des choses un peu différentes, des modèles de véhicules qu'ils ont, que nous n'avons pas ici, des réalités un peu différentes. Donc, c'est intéressant de se donner là, un tour d'horizon encore un peu plus grand de ce qui se passe sur la planète en électromobilité. Alors, sans plus tarder, on s'en va aux actualités dans le monde des véhicules électriques. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015.
Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nano-céramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nano-céramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités de cette semaine sont une présentation de macapuche.com, les experts en protection de ports de recharge. 514-512-4652. C'est le jour de la marmotte, une nouvelle qui revient de façon cyclique. On parle encore une fois d'une nouvelle batterie qui pourrait se recharger en 5 minutes, qui aurait été produite en usine, marquant un pas important vers des véhicules électriques devenant aussi rapides à charger que des voitures à essence ou au diesel. Les véhicules électriques sont, on le sait, un élément essentiel pour lutter contre la crise climatique, mais la panne de courant est une préoccupation pour les conducteurs. Des nouvelles batteries lithium-ion ont été développées par une société israélienne qui s'appelle StoreDot et ça serait fabriqué par Eve Energy en Chine sur des lignes de production. StoreDot a déjà démontré la capacité de sa batterie à recharge extrêmement rapide dans les téléphones, les drones, les scooters et l'entreprise a dernièrement produit 1000 batteries qu'elle veut proposer aux constructeurs automobiles et aux manufacturiers en général. Daimler, BP, Samsung, TDK ont tous investi dans StoreDot qui a levé 130 millions de dollars US ou 165 millions canadiens à ce jour. L'entreprise a également été nommée pionnier de Bloomberg New Energy Finance en 2020. L'accord nouvellement ratifié donne aux travailleurs de l'Ontario une plus grande portion de la fabrication de véhicules électriques, car GM a confirmé un investissement de 1 milliard de dollars pour transformer son usine Kami en Ontario. Les livraisons devraient débuter en 2021. Les travailleurs de l'usine Kami en Ontario ont voté pour une écrasante majorité en faveur d'un accord qui verra General Motors investir 1 milliard de dollars pour faire de l'usine la première usine automobile à grande échelle au Canada pour la livraison de véhicules électriques. La ratification intervient après l'annonce, vendredi soir dernier, que GM et Unifor, le syndicat représentant plus de 1900 travailleurs de Kami, avaient conclu une entente de principe pour entreprendre la production en Ontario de véhicules utilitaires légers pour l'entreprise, soit le EV600. À la suite du résultat du vote par les travailleurs rendu public lundi dernier, il ne manque qu'une confirmation du soutien gouvernemental pour officialiser l'entente, selon GM. Rivian a augmenté sa capitalisation de 3,4 milliards de dollars canadiens alors qu'elle prépare à entreprendre cet été la production de sa camionnette entièrement électrique. Selon une source sûre, la valeur marchande de la compagnie est maintenant chiffrée à environ 27,6 milliards de dollars US. L'injection de capital arrive à un moment critique pour Rivian, qui entreprend la conception, le développement et la production ainsi que la livraison de 2 véhicules grand public, la camionnette R1T et le VUS R1S, incluant la mise en place structurelle de son réseau de recharge pour véhicules électriques ainsi que la production de 100 000 camionnettes de livraison commerciale pour Amazon. Le soutien et la confiance des investisseurs permettent à l'entreprise de rester concentrée sur ce lancement tout en faisant évoluer leur activité pour accélérer la prochaine étape de croissance, a déclaré dans un communiqué le fondateur et PDG de Rivian, M. Scaringe. Cette dernière levée de fonds fait suite à 2 années de recherche et d'investissement qui a véritablement débuté suite au dévoilement au Salon de l'Auto de Los Angeles en 2018 de son VUS électrique et de sa nouvelle camionnette. Le nouveau PDG de Daimler Chrysler, Ola Källenius, a déclaré que la transition vers les véhicules électriques aurait probablement un impact négatif sur les bénéfices de l'entreprise pendant un certain temps. Le nouveau PDG a confirmé qu'il n'y a pas de solution miracle aux difficultés du constructeur automobile à s'adapter à la nouvelle ère de voitures électriques.
Après 2 impacts négatifs sur les bénéfices plus tôt cette année, Källenius a déclaré que les bénéfices du manufacturier allemand seront sous pression pour les 2 prochaines années. Le Suédois a présenté un plan dans le but d'augmenter progressivement les marges de profit en plafonnant les investissements et en supprimant des emplois qui leur permettra d'économiser plus de 1,9 milliard de dollars canadiens. La transition coûteuse vers les véhicules électriques s'est heurtée au scandale du diesel et des pressions indues sur le fabricant de véhicules Mercedes-Benz. La réponse de Källenius n'a pas convaincu les investisseurs sceptiques. Le titre a chuté de 4,7 %. Le nouveau président Joe Biden entamera l'élimination progressive de l'utilisation par le gouvernement fédéral de véhicules à essence et leur remplacement par des véhicules électriques. Il s'agit d'une promesse faite par Biden lors de la campagne électorale qui avait pour objectif de remplacer les véhicules du parc gouvernemental par des véhicules électriques de fabrication américaine. Le gouvernement fédéral opère une énorme flotte de véhicules que nous allons remplacer par des véhicules électriques fabriqués ici même en Amérique par des travailleurs américains, a déclaré Biden hier dans le cadre d'une conférence de presse ayant pour objectif de présenter son décret Buy American. C'est une excellente nouvelle pour les manufacturiers américains de véhicules électriques tels que Tesla, Rivian et Lordstown, ainsi que pour les constructeurs automobiles traditionnels tels que Ford et General Motors qui investissent actuellement plusieurs milliards de dollars dans la production de véhicules électriques. La dernière étude sur l'utilisation des véhicules électriques effectuée par la compagnie ontarienne Geotab, le spécialiste de suivi et de gestion de flotte, constate que les entreprises nord-américaines qui retardent l'électrification de leur flotte risquent de nuire à la santé financière de l'entreprise. Les avantages financiers pour l'électrification des flottes se concrétisent de jour en jour et une nouvelle étude de Geotab démontre que les entreprises nord-américaines qui continuent d'utiliser des véhicules à combustion au lieu des véhicules électriques gaspillent leur argent. Une étude a évalué 179 000 véhicules, que ce soit des voitures, des VUS, des fourgonnettes, dans 3 500 entreprises nord-américaines. Les entreprises représentent 24 secteurs d'activité. Le projet avait pour but et objectif d'évaluer le taux d'utilisation quotidien réel des véhicules et les conditions de température pendant une année complète et de comparer aux performances des véhicules électriques disponibles sur le marché. Cet exercice a permis de comparer le coût total de possession entre les véhicules thermiques et électriques. Dans un courriel adressé au Electric Autonomy Canada, Charlotte Argue, directrice principale de chez Geotab, déclarait « J'ai été ravi des résultats parce que nous n'avions jamais évalué l'utilisation des véhicules électriques sur une si grande échelle. L'examen des données nous confirme que les exploitants de flotte perdent de l'argent en ne les électrisant pas. Nous avons identifié 2 avantages pour les flottes de véhicules légers, des diminutions de coûts, mais également la réduction des émissions. » Bonjour, bienvenue à la chronique 100% Net Zéro. Avec moi, Nicolas Lambert. Chronique où on réfléchit aux impacts environnementaux de nos modes de transport et aux solutions qui pourraient nous aider à avoir un mode de vie qui se rapproche de la carboneutralité. Aujourd'hui, mais où vont aboutir nos batteries de voitures? Tout d'abord, je voulais clarifier un mythe qu'on entend souvent à propos des batteries de nos voitures électriques. On entend souvent dire qu'il va falloir remplacer la batterie après quelques années parce qu'elle sera peu utilisable pour notre voiture. En fait, c'est tout à fait faux. Tout porte à croire que la batterie va durer plus longtemps que la voiture elle-même. Donc, vous avez plus de chances de voir votre voiture tomber en morceaux à cause de la rouille qu'avoir une batterie qui est réellement inutilisable pour votre voiture. Mais malgré ça, c'est quand même important de savoir où va aboutir nos batteries de voiture. Dans le pire des scénarios, les batteries vont aboutir dans des dépotoirs et ce serait une très mauvaise chose pour l'environnement. Ces batteries sont remplies de produits chimiques et de matériaux qui pourraient être toxiques et ils pourraient même présenter des risques d'incendie s'ils sont simplement laissés au dépotoir. Ça va être donc important de les recycler pour récupérer tous ces matériaux pour au moins éviter d'avoir ces impacts-là sur l'environnement. Une chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que contrairement au CO2 que nos voitures à essence dégagent, les batteries, eux, ont la possibilité d'être recyclées. Parce que le CO2, une fois dans l'air, c'est pratiquement impossible de le récupérer, mais les batteries, eux, s'ils sont bien gérées, on peut récupérer tous les matériaux qui sont inclus dans celles-ci.
Il faut donc trouver le bon procédé pour recycler ces batteries parce qu'en théorie, les matériaux dans les batteries, c'est un peu comme l'aluminium de nos canettes. On le sait, on peut les recycler à l'infini, il suffit juste de les récupérer. C'est pour ça qu'il y a une consigne de 5 sous associée à chacune de nos canettes. Mais les batteries sont beaucoup plus difficiles à recycler que nos canettes parce qu'ils sont composés d'un amalgame complexe de matériaux dont chaque compagnie agence de façon différente. Trouver un procédé de recyclage universel s'avère en fait une mission impossible. Idéalement, il faudrait que les mêmes compagnies qui ont produit les batteries s'engagent à les récupérer en fin de vie pour ainsi développer leur propre procédé de recyclage. C'est ce que fait la compagnie Tesla. Tesla a une garantie de récupération. À chacune de leurs voitures qui arrivent en fin de vie, ils nous garantissent qu'ils vont récupérer les batteries pour en extraire chacune des composantes et ainsi les réintégrer dans leur chaîne de montage de fabrication de batteries. Tesla prévoit même que d'ici une dizaine d'années, leur programme de recyclage va être tellement efficace qu'ils n'auront aucunement besoin d'aller extraire les minéraux dans les mines. Tout va être dans les vieilles batteries qu'ils vont recycler. Mais dans le monde des voitures électriques, il n'y a pas juste Tesla. Il y a toute une autre panoplie de compagnies qui, comme je disais, ont des procédés de fabrication différents pour leurs batteries. Certains pays comme la Chine ont même décidé de créer une loi qui obligerait les fabricants de récupérer les batteries de leurs voitures. Un autre système qui pourrait être implanté ici, ce serait un système qui s'apparente aux éco-frais qu'on paye quand on achète des produits électroniques. Donc, en incluant un certain frais à l'achat de la voiture, ça permettrait de financer les procédés de recyclage. Ici au Québec, on est très chanceux d'avoir une compagnie novateur qui travaille activement sur la récupération de ces batteries. La compagnie Lithium est en train de développer des procédés novateurs qui permettraient de séparer chacune des composantes de la batterie, peu importe la façon qu'elles ont été fabriquées. Traditionnellement, pour recycler des appareils complexes, on utilisait le fait que les différents matériaux ont un point de fusion différent. Donc, en les mettant dans des fours à différentes températures, ça permet de faire fondre chacun des métaux un à un pour les récupérer. Mais évidemment, un procédé comme ça va dégager une quantité énorme de pollution en lui-même. Mais la compagnie Lithium a décidé de procéder autrement. Parce que chacun des matériaux qui sont inclus dans une batterie de voiture a une sensibilité différente à l'acidité. Ce procédé consiste donc à plonger la batterie dans différents solvants qui ont chacun différents pH pour en retirer les éléments. On appelle ça l'hydrométallurgie. C'est un procédé qui n'utilise aucune chaleur, ce qui fait en sorte qu'il dégage beaucoup moins de polluants. La compagnie Lithium prévoit ouvrir une première usine d'ici 2023 qui aurait la capacité de recycler 4000 batteries par année. Mais la compagnie ne veut pas s'arrêter là. Elle veut ouvrir d'autres usines pour avoir une capacité à terme qui serait autour de 20 000 batteries par année. Une fois qu'un système comme ça va être intégré, on pourra dire que nos batteries de voitures seront réellement intégrées dans une économie circulaire, où aucun déchet est créé et tout est récupéré. Pour terminer, j'espère que j'ai pu atténuer les craintes que vous avez par rapport à la fin de vie de votre voiture. Mais si on se fie aux avancées technologiques, je fais la prédiction que la batterie de votre voiture va valoir plus cher que la voiture elle-même lorsqu'elle va être rendue en fin de vie. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres chroniques de 100% Net Zéro. EV-Borne, à la maison, en condo. EV-Borne, vos subventions. EV-Borne, branché au travail. Hey Martin, on répète-tu trop le nom de la compagnie? Ou un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une borne de recharge et l'équipe de EV-Borne est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 418-866-0653. 418-866-0653 ou le www.evborne.com. EV-Borne, la passion à votre service. Une marque de voiture qui a beaucoup fait jaser dernièrement et qui attire beaucoup l'attention des consommateurs, particulièrement avec l'arrivée prochaine de sa ID4 qui, ma foi, est fort intéressante. Pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi Patrick Danielson, qui est directeur planification des produits chez Volkswagen Canada. Bonjour, M. Danielson. Bonjour, Martin. Merci.
Écoutez, merci beaucoup d'être là. C'est le fun d'avoir la bonne personne à qui poser nos questions. Souvent, on entend beaucoup de choses. On lit aussi beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Volkswagen est une marque qui fabrique des véhicules vendus partout dans le monde. Il y en a beaucoup en Europe. Fait qu'il y a beaucoup d'informations. Parfois, pas que l'information n'est pas bonne, mais c'est de l'information pour le marché européen. C'est pas tout à fait la même chose ici. Donc là, on parle à quelqu'un qui va nous parler de comment ça va se passer pour Volkswagen au Canada. Donc, merci beaucoup d'être là. C'est super gentil. Donc, votre rôle précis chez Volkswagen, c'est quoi? Planification des produits, là, on fait quoi quand on a ce titre-là? Bien, dans le marché canadien, quand on parle de planification des produits, parce que la majorité des fabricants automobiles au Canada sont effectivement des centres de vente. On prend des véhicules qui sont fabriqués ou dont la conception est faite autre place dans le monde et on les amène au Canada. Donc, de notre côté, on évalue les besoins des consommateurs et des conducteurs canadiens. On détermine quel modèle, quel équipement, quelles spécifications techniques et quel prix devraient avoir nos véhicules. Et on essaie de trouver effectivement la meilleure balance pour mieux satisfaire aux besoins des Canadiens. OK, excellent. Et pour satisfaire ce besoin-là, à venir jusqu'à présent, les véhicules qu'on connaît de Volkswagen électriques sur le marché, c'est essentiellement la e-Golf qu'on a sur le marché canadien ici depuis quelques années. Comment ça va? Comment ça a été cette expérience-là avec la e-Golf pour vous? La e-Golf a été très bonne pour nous. Elle a surpassé nos attentes en tant que les ventes au Canada, mais la plateforme, déjà, on parle d'une plateforme adaptée d'une voiture à combustion. Et donc, on comprend qu'il y a des limitations en tant que la grandeur de la batterie, l'autonomie, etc. Et avec la e-Golf, on parlait vraiment d'une Golf qui était aussi électrique. Oui, mais exactement. pour la prochaine étape de notre électrification, on cherche maintenant à lancer des véhicules dédiés sur des plateformes électriques. Oui, et ça c'est complètement, comme on dit dans la langue de Shakespeare, c'est un game changer parce que là, le design complet de la voiture est fait en fonction du fait que ça va être une voiture électrique. Évidemment, du point de vue du consommateur, la e-Golf aussi, ça a été très bien reçu. Nous, à l'Association des véhicules électriques du Québec, là, on avait... en fait, on a eu un peu de problème à en avoir au début. Ça arrivait au compte-gouttes. Vous savez, ils ont été livrés tranquillement, puis les gens voulaient, les listes d'attente étaient longues, mais là, de plus en plus, on en a vu, puis je pense que c'est un véhicule qui a répondu aux besoins, particulièrement parce que, contrairement à d'autres véhicules, les gens qui conduisaient une e-Golf avaient le feeling de conduite quand même d'une voiture Volkswagen, c'est-à-dire que on reconnaît le type de conduite typique de ces voitures-là. Puis les mordus de Volkswagen adoraient et adorent toujours leur e-Golf pour ces raisons-là. Mais là, il y a des nouvelles choses qui s'en viennent. On s'en va vers des nouveaux modèles. Vous avez parlé de plateforme. On parle bien pour vos nouveaux modèles de la plateforme MEB qui va permettre là, de lancer toute la gamme des idées qui vont être développées sur cette plateforme-là. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc, MEB, c'est un acronyme qui parvient d'une terme en allemand, mais ça veut dire effectivement plateforme modulaire ou architecture modulaire électrique. OK. Et en tout cas, les prochains véhicules développés par Volkswagen dans le monde de la gamme là, ID, là, la ID3, ID4, etc., et les autres à venir, vont être développés sur cette plateforme-là? Oui, c'est bien ça. Donc, dans le groupe, il y a des différentes plateformes électriques. Donc, la plateforme utilisée par d'autres membres du groupe va parfois être différente. Donc, parlons peut-être de la e-tron de Audi. Mais quand on parle de la famille ID et certains autres produits du groupe, c'est la plateforme MEB. Et donc, elle va être retrouvée en dessous de plusieurs produits au niveau mondial. Ouais. Avant d'entrer un petit peu plus dans les détails techniques de la ID4 particulièrement, on a entendu dire entre les branches, puis là, je ne sais pas si vous pouvez nous confirmer ça, mais que Volkswagen aurait une approche un peu différente pour l'expérience client avec la gamme ID qui serait la possibilité de passer des commandes en ligne, pour se faire livrer des véhicules. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les cartons ou c'est juste des rumeurs qu'on a entendues comme ça?
Des éléments de ça, oui, absolument. Donc, pour l'ID4, on veut s'assurer que l'expérience d'achat soit aussi facile et aussi simple que possible. Donc, même notre structure d'offre est très simple pour le véhicule. On peut en parler dans quelques minutes. Mais en tant que l'achat numérique, on va avoir des options nouvelles et intéressantes pour le marché canadien, comme on les a aux États-Unis aussi. OK, super. Parlons-en de la ID4, parce que je pense que c'est ça que beaucoup de gens ont hâte d'avoir un peu de détails. Donc, juste pour situer un peu, là, c'est de la radio, donc on n'a pas d'image, mais la ID4, c'est un SUV crossover, à peu près. C'est à peu près quoi de la taille? Pas très loin de la taille du Tiguan, je dirais, en termes de grosseur de véhicule, je me trompe? Oui, c'est ça. Donc, la ID4, c'est un VUS compact. Longueur totale, on parle d'environ 4,6 mètres. Et donc, directement dans le centre du marché des VUS compacts, qu'on comprend bien, c'est le plus important marché au Canada. OK. Et effectivement, et je pense que le fait que ce soit un SUV compact, c'est un des critères qui fait que les gens attendent beaucoup ce véhicule-là. Il y avait très peu d'offres. Maintenant, dernièrement, on en voit des nouveaux modèles qui arrivent ou qui vont arriver bientôt. Puis je pense que votre modèle suscite beaucoup d'intérêt aussi parce que c'est une Volkswagen. Il faut le dire, hein, il y a quelque chose d'un peu, vous le savez, d'un peu viscéral avec Volkswagen. Les amateurs de Volkswagen sont très fidèles à Volkswagen. Fait que je pense qu'il y en a beaucoup qui attendaient la sortie d'un véhicule comme celui-là. Le nerf de la guerre dans l'électrique, c'est souvent la batterie. Qu'est-ce qu'on va avoir comme grosseur, comme capacité de batterie dans la ID4? Donc, la ID4, dans la plateforme MEB, on va offrir au lancement au Canada une batterie d'une capacité de 82 kWh avec 77 kWh disponibles au conducteur. Et donc, avec ça, on estime une autonomie d'environ 400 km et on va annoncer les détails spécifiques sous peu. Et donc, une autonomie qu'on croit va être très intéressante pour les conducteurs au Canada et avec le bénéfice d'une pompe à chaleur afin de protéger l'autonomie autant que possible dans les conditions hivernales. OK. On a lu qu'il y aurait également, qu'il va exister un modèle avec une plus petite autonomie. Est-ce que ce modèle-là va être réservé au marché européen ou il va arriver plus tard ici au Canada? Pour le moment, cette version va être réservée pour l'Europe. On a des plans de l'offrir peut-être dans les années à venir, mais pour le lancement du véhicule, lorsqu'elle sera fabriquée en Allemagne pour le marché de l'Amérique du Nord, elle va être offerte en une seule batterie. Okay. Et ensuite, on va localiser la production à Chattanooga, en Tennessee, aux États-Unis, en 2022. Et là, on va voir peut-être des changements au véhicule. OK, excellent. Au-delà de la capacité de recharge, on en a parlé, donc pas la capacité, mais l'autonomie. 400 km, c'est EPA, ça, 400 km? C'est bien ça. C'est EPA, d'accord. Ressources naturelles Canada, oui. Oui. Maintenant, si on parle de capacité de recharge rapide, parce que ça aussi, c'est un autre nerf de la guerre, plus les batteries sont grosses, plus c'est long les charger. Donc, c'est intéressant d'avoir des batteries avec des capacités de recharge rapide. Quelle sera la puissance maximale de recharge que pourra accepter la ID4? La puissance maximale de recharge est 125 kW. Et donc, la batterie peut passer de 5 à 80 de charge en 38 minutes. On peut ajouter 100 km d'autonomie en 10 minutes ou 150 km en 14 minutes. Donc, très intéressant. Capacité de recharge assez vite. Là, évidemment, M. Danielson, il y a les caractéristiques données par les manufacturiers, puis il y a le test de la vraie vie. Là, il y a plein de véhicules qu'on nous a annoncés comme étant des véhicules, par exemple, à 100 kW. Puis dans les tests, dans des bonnes conditions, pendant quelques minutes, on obtient 75 kW, puis le reste du temps, c'est plus proche de 50. Quand vous nous parlez de 125 kW de recharge, j'imagine que ce n'est pas 125 kW de recharge tout le long de la courbe de recharge de 10 à 80 %. Là. Non, ça c'est le maximum, évidemment. Donc, la vitesse de recharge va ralentir avec la capacité de charge de la batterie. Mais dans nos tests, je ne peux pas donner des spécifiques en ce moment, mais dans notre testing avec nos prototypes, ça semble être très bien et ça réussit à atteindre les attentes du véhicule. Excellent, parce que ça aussi, c'est un critère qui va être, je pense, très favorable à votre véhicule, parce qu'il y a beaucoup de véhicules sur le marché, dans la dernière année particulièrement, qui ont quand même des grandes autonomies, mais pour lesquelles la vitesse de recharge n'est pas toujours
pas toujours au rendez-vous. Donc, c'est un critère, surtout ici en Amérique du Nord, avec le froid là, qui affecte nos batteries. C'est intéressant d'avoir des capacités qui sont un peu mieux, puisque l'ID4 semble annoncer est très intéressant pour le consommateur. On a également entendu parler d'une version à propulsion ou d'une version 4 roues motrices. Le modèle qui va être lancé en Amérique du Nord aura quel type de motorisation? Ce sera tous les deux, en fin de compte. Donc, pour le Canada, version de base à propulsion avec moteur donc, en arrière, 201 chevaux. Mais on s'attend que la grande majorité des véhicules qu'on va vendre au Canada de l'ID4 vont être les versions à 2 moteurs, donc c'est-à-dire traction intégrale. Et là, on atteint une puissance maximale de 302 chevaux, 0 à 100 dans 5,8 secondes, donc même plus vite qu'une GTI. Pour nous, à Volkswagen, tu l'as mentionné, l'expérience au volant, l'expérience de conduite demeure très importante, même dans un véhicule électrique. On veut que chacun de nos véhicules de la famille ID, comme avec la e-Golf précédemment, ait cette sensation connectée de solidité lorsque vous êtes au volant. Oui. Si on regarde un peu les aspects maintenant esthétiques ou plus intérieurs du véhicule, les premières images qu'on a pu voir nous montrent qu'il y a 2 écrans à l'intérieur, un plus petit là, qui est en face du volant, puis un autre qui est à la droite, là, donc le système d'infotainment qui est à droite du conducteur. C'est un écran de 10 ou 12 pouces, je pense? Donc, l'écran central dans la version d'entrée de gamme, c'est 10 pouces. Ensuite, en option, il y a un écran central de 12 pouces. Et en avant du conducteur, afin d'afficher toutes les informations en tant que vitesse, assistance au conducteur, autonomie, etc., il y a un écran monté sur la colonne de direction de 5,3 pouces. Wow, OK, excellent. En termes de volume de véhicule, parce qu'on sait, bon, c'est un SUV, donc les gens qui achètent ce véhicule-là l'achètent aussi pour avoir un véhicule qui est un petit peu plus spacieux que les petites voitures électriques actuellement sur le marché. Qu'est-ce qu'on a? Avez-vous des chiffres en ce qui a trait au volume de l'espace intérieur du véhicule et ou de la valise? Donc, le volume de la valise, très important. Donc, je peux parler un peu plus de ça dans un moment, mais volume de chargement derrière la deuxième rangée, 858 litres, ou avec la deuxième rangée rabattue, 1818 litres, qui est très semblable à une Tiguan. Ouais. Et voilà un des éléments les plus intéressants de ID4. Bien que ça soit une voiture électrique de pointe, bien que ça soit une voiture très avancée, c'est à la fin de la journée, un VUS. C'est un VUS polyvalent, très bien adapté aux besoins quotidiens des Canadiens. Et donc, voilà où on pense qu'on va avoir le plus de succès parce qu'on offre toutes les choses que les consommateurs cherchent dans un VUS, traction intégrale, capacité de chargement très généreux, beaucoup d'espace pour 5 passagers. Et en plus de ça, on a la capacité électrique. Et effectivement, on croit qu'on a un VUS supérieur aux options à combustion. OK. Dans les caractéristiques de plusieurs nouvelles voitures électriques, il y a souvent des systèmes de conduite semi-assistés, par exemple. Bon, évidemment, les modèles les plus rudimentaires, on parle d'un genre de cruise control adaptatif, mais dans d'autres cas, ça suit quand même assez bien les lignes. On peut lâcher le volant pendant un court moment. Le véhicule va vraiment suivre la route. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités comme celle-là de prévues dans la ID4? Oui, donc notre système de IQ Drive, c'est la terminologie de marketing pour le groupe de systèmes d'assistance au conducteur, est tout de série dans l'ID4 pour le Canada. Et donc, on parle de régulateur de vitesse adaptatif à plein régime de vitesse. On a la reconnaissance des enseignes de vitesse. On a l'aide de maintien et l'aide du centre de voie. Et même une fonction d'assistance en urgence où le véhicule peut s'arrêter s'il détecte que le conducteur a eu, disons, une crise médicale ou quelque chose comme ça. OK, excellent, excellent. Écoutez, la question qui tue, sur votre site, si je ne m'abuse, on parle de l'été 2021 pour avoir accès à ID4. Est-ce que c'est toujours dans ces eaux-là que c'est prévu?
Oui, absolument. Donc, on parle un peu de variabilité de quelques semaines ici et là, mais l'été 2021, on est très confiant dans notre date de lancement du véhicule et on a très hâte de l'offrir aux Canadiens parce que beaucoup d'intérêt à date et nous n'avons pas encore annoncé les prix, mais je peux tout simplement dire que les prix vont être extrêmement concurrentiels et donc, voilà, on s'attend que l'intérêt va même monter après qu'on annonce les prix d'ici quelques mois. Là, vous faites des gens très anxieux d'avoir des prix, je suis certain, parce qu'après avoir attendu tout ce qu'on vient de se dire, là, il y en a plusieurs qui sont en train de faire leur liste de véhicules est en train de se réduire, puis je pense que l'ID4 reste sur la liste, et puis on n'attend que le prix pour se faire un choix. Bien, c'est très intéressant. Écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres points à parler pour la ID4. J'ai d'autres sujets que je voulais aborder avec vous, mais est-ce qu'il y a des éléments importants dont on n'a pas parlé sur la ID4? Derniers éléments que j'aimerais mentionner, ça connecte un peu au point que tu as demandé avec la vitesse de recharge. Avec chaque ID4, les conducteurs vont également recevoir accès sans frais pour au moins 2 ans au réseau Electrify Canada, qui est en pleine croissance partout au Canada en ce moment. Et donc, voilà, les acheteurs de l'ID4 vont avoir accès à la recharge rapide illimitée avec le réseau Electrify Canada. Et ça va se faire via une application mobile, j'imagine, que les propriétaires vont installer sur leur téléphone? C'est bien ça. Excellent. Écoutez, donc on parle de la ID4 depuis tantôt. On sait qu'il existe d'autres modèles sur la plateforme ID, dont la ID3. Est-ce qu'il est prévu d'avoir la ID3? Pour donner une idée aux gens, là, la ID4, c'est le SUV. La ID3, c'est une plus petite voiture. Là. Est-ce qui est hatchback, je pense? Hein? Est-ce qu'il est prévu de l'avoir au Canada, celle-là, ou elle est réservée au marché européen, par exemple? Pour le moment, le ID3 est réservé aux Européens. On est très intéressé dans ce produit-là pour le Canada, mais en ce moment, nous n'avons pas de plan formel afin de le lancer ici. On s'entend que dans le marché canadien aujourd'hui, la grande majorité des consommateurs cherchent des véhicules en forme VUS. Et donc, voilà pourquoi le ID4 sera notre première entrée dans le marché. Et on planifie d'autres modèles, surtout dans l'avenir. Le prochain, après ça, sera le ID Buzz. Ouais. Donc, notre concept qu'on a montré il y a quelques années. Mais malheureusement, pour le moment, aucun plan pour le ID3. OK. Et en terminant, quels sont les plans pour la suite de la gamme ID? Donc, la ID2, la ID3, la ID4, là, il va peut-être avoir une ID5, ID6. Y a-t-il des choses qui s'en viennent? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Volkswagen avec la gamme ID dans le futur? Donc, voilà où je vais retomber sur la réponse standard que je ne peux pas offrir de commentaires sur les plans de l'avenir. Cependant, je peux tout simplement conclure que Volkswagen, au niveau du groupe, va faire des investissements dans les environs de 47 milliards de dollars dans nos véhicules électriques. On a un engagement envers l'accord de Paris 2050 et donc, vous allez voir beaucoup plus de notre famille ID dans l'avenir. Les détails, je ne peux pas les partager, mais on va s'attendre qu'ils vont être également impressionnants que le ID4. Alors, vous nous gardez tous sur le rebord de notre chaise, M. Danielson, et on attend tous avec impatience le moment où les prix vont être lancés pour les véhicules et puis qu'on va pouvoir mettre la main sur les premiers spécimens, en espérant, et je vous le dis en toute transparence, là, en espérant que la disponibilité sera au rendez-vous. Souvent, il y a des beaux véhicules qui sont lancés, des beaux véhicules électriques, et malheureusement, les consommateurs peinent à les obtenir parce qu'ils arrivent au compte-gouttes chez les concessionnaires. Puis à un moment donné, quand la liste d'attente est de 6 mois, 8 mois, 1 an, ben les gens se tannent puis vont vers un autre modèle faute d'être capable de s'approvisionner. Donc, j'espère que dans votre plan de match, vous avez prévu fabriquer le véhicule pour répondre à la grande demande sur le marché. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Québec, la demande est très grande pour les véhicules électriques. Donc, je pense qu'il y a un bon marché pour vous s'il y a de la disponibilité. Sans doute. Donc, tel que mentionné, pour le premier 18 mois environ, le véhicule va être fabriqué en Allemagne. Et donc, voilà où on doit partager avec le marché européen. Donc, pour le premier 18 mois, peut-être quelques défis à avoir assez d'inventaire pour combler la demande. Mais voilà pourquoi on va localiser la production
aux États-Unis de 2022 et on va avoir accès à tout l'inventaire nécessaire pour combler la demande canadienne. C'est une excellente nouvelle, ça. Monsieur Patrick Danielson, qui est directeur en planification des produits chez Volkswagen Canada, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci, Martin. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand. Je suis présentement avec Cédric Ingrand. Bonjour Cédric. Bonjour Martin. Une première pour nous à Silence on roule. Peut-être tout d'abord te présenter pour nos auditeurs, dis-je. Qui es-tu, d'où viens-tu et pourquoi te joins-tu à nous? Alors, j'ai un vrai métier. Hein. Moi, à la base, je suis journaliste high-tech en technologie à Paris. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille pour TF1, la grande chaîne de télé, et puis surtout pour LCI, la chaîne d'information, et son site, lci.fr, que je vous recommande d'ailleurs au passage. Mais depuis quelques mois, j'ai un hobby du dimanche, c'est-à-dire que je fais un podcast en français aussi, qui s'appelle Les Doigts dans la prise, que je vous recommande chaudement, où on parle de ce qui se passe chez nous. Et vu qu'on t'a invité dans Les Doigts dans la prise, dans un numéro qui va sortir, là, dans les heures à venir d'ailleurs, pour venir nous parler avec une réelle expertise du véhicule électrique face à l'hiver. Voilà, moi je suis ravi de venir vous raconter ce qui se passe un peu de notre côté à nous de l'Atlantique. Excellent. Écoute, on va essayer de maintenir cette bonne habitude, Cédric, de se parler sur une base régulière pour essayer de se donner de part et d'autre les actualités sur ce qui se passe en Amérique et en Europe en lien avec les voitures électriques. Et aujourd'hui, pour démarrer le tout, on est au début 2021. Tu veux peut-être nous tracer un petit portrait là, de la fulgurante lancée de la voiture électrique en Europe depuis quelques temps. C'est fou ce qui se passe chez vous, là. Absolument. Genre, je vais te parler de la France parce qu'évidemment, c'est l'exemple que je connais le mieux, mais ce qui s'est passé en 2020 est ahurissant. Tu sais, on dit que 2020, c'est un peu une année qui a duré 10 ans. Alors, c'est vrai que parfois, ça a semblé un peu long, mais le bon côté des choses, c'est qu'on a vraiment fait un bond en avant. Là, ça y est, on vient d'avoir les chiffres de vente sur toute l'année. Et sur toute l'année, il s'est vendu 110 912 véhicules électriques en France. On ne parle pas des hybrides, uniquement les électriques. Alors, comme ça, c'est un chiffre brut, ça ne te parle pas forcément, mais ça veut dire quand même plus 169% par rapport à 2019. Et surtout, c'est même un mouvement qui s'accélère parce que juste en décembre, au mois dernier, 13,6% des ventes étaient des véhicules électriques. C'est absolument inespéré. C'est-à-dire que moi, je vis dans une réalité, une espèce une normalité où on dit toujours, le véhicule électrique, c'est 1%, 2% des ventes, pas plus. 13,6%. Alors, ça s'explique, hein. Évidemment, il se passe plein de choses qui l'expliquent d'abord commercialement, parce que c'est vrai que les constructeurs européens ont des obligations, tu vois, de production de véhicules sans émissions. Dans leur vente, il faut qu'ils aient un mix au moins d'électrique. Donc, sur la fin de l'année, ils se sont aperçus qu'ils n'allaient pas faire leurs chiffres. Et du coup, ils ont beaucoup poussé. Il y a eu quelques promotions intéressantes. Mais le plus fou, en fait, c'est que on arrive à ces chiffres-là
alors que ça se fait sur le fond d'une année terrible pour l'automobile en général, chez nous comme dans le reste de l'Europe. En France, je crois que on est arrivé à moins 25% de ventes sur l'année par rapport à 2019. C'est-à-dire qu'en gros, on est retombé au niveau des ventes de 1975, ce qui est complètement fou. Je pense aussi qu'il y a un autre mouvement qui se met en marche. D'abord, les gens commencent à approcher des véhicules électriques de près. Ça a plus ce côté... Tu vois, c'est ce que je racontais souvent. Il y a 1 an et demi, il a fallu que je change de voiture. J'ai voulu acheter une Tesla et c'était pas assez grand pour les enfants. Et donc, j'ai rendu la Tesla. C'est une histoire très triste. Et je suis allé voir ce qui se passait en électrique ailleurs. Et j'ai un concessionnaire d'une marque que je ne nommerai pas, asiatique, à qui j'ai dit, tiens, ce modèle-là, vous l'avez en électrique? Et il m'a dit, monsieur Ingrand, vous savez... l'électrique, c'est particulier. C'est-à-dire que les marques avaient même du mal à le vendre. Et puis, on tombait aussi, surtout, tu les connais évidemment, les idées reçues qu'on peut avoir sur la charge, les batteries, que sais-je, la pollution, enfin bref. Et puis, cette espèce de panique, parce que c'est quand même une autre vie, on vit sa voiture autrement. Mais je pense que les gens sont en train de dépasser ça. Et puis surtout, il y a un truc qui se passe chez nous, c'est que, par exemple, à Paris, à partir de 2024, c'est demain, tu ne pourras pas, par exemple, rentrer dans Paris avec un véhicule diesel. Or, en France, on a quand même eu la religion du diesel pendant 20 à 30 ans. On a développé beaucoup d'expertise là-dessus. C'était le carburant préféré des Français. C'est en train de changer. Mais surtout, les gens qui achètent aujourd'hui une voiture, ils sont forcés de se poser la question de « Ah oui, mais quand je la revendrai dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, est-ce que je vais la revendre ?» Et je pense que ça aussi, ça les pousse à prendre des décisions un peu radicales sur l'électrique. Et puis, je pense que 2020 aussi a été une année où les gens ont voulu trouver du sens à ce qu'ils faisaient. Et tout à coup, c'est vrai que se dire « Allez, ma prochaine voiture est électrique », ça donne pas mal de sens. Écoute... On vit un peu, si je fais le parallèle, on a vécu nous aussi là, des courbes ahurissantes dans les dernières années. Évidemment, toute proportion gardée en chiffre absolu, c'est forcément moindre. Mais nous aussi, on vient d'avoir l'annonce il y a quelque temps là, que la vente de véhicules à essence seulement sera interdit en 2035 ici. Donc, content de voir chez nous, je crois que c'est 2040. Mais okay. Je pense que c'est des chiffres qui vont être assez rapidement rattrapés par la réalité des faits. C'est-à-dire que quand tu vas te trouver à côté de ton voisin qui a un véhicule électrique et qui va te dire « Mais ça coûte combien le plein d'essence de ton char là ?» Tout à coup, c'est des choses qui vont devenir normales, proches, les infrastructures de recharge qui ne sont pas encore chez nous au niveau où elles sont chez vous, vont aussi avancer. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est de toute façon appelé à s'amplifier. Ouais. Et si, en terminant, tu me donnais ta vision de ce que 2021 risque d'amener pour votre marché de la voiture électrique en France, selon toi? La même chose en mieux. Évidemment, on n'est pas assez intéressant parce qu'on n'est pas, évidemment, si on regardait les voitures les plus vendues chez toi et chez moi, je pense pas qu'on aurait les mêmes. Chez nous, la numéro 1, c'est la Zoé. Mais enfin, moi, j'imagine pas conduire une Zoé dans les rues de Montréal enneigées. C'est pas vraiment pensable. Mais non, je pense que la même chose en mieux. D'abord parce que ça va, le marché vraiment s'est beaucoup développé. Mais on est quand même loin même du peloton de tête en Europe. Je crois que c'est 15% au Royaume-Uni, 20% en Allemagne, sans même compter qu'il y a quand même un pays qui nous enfonce, mais tous, toi, moi et tous les autres. La Norvège? C'est la Norvège. Oui. La Norvège. Moi, j'ai envie d'aller en Norvège juste pour voir qu'est-ce que c'est que ce pays qui vient de passer les 50% de ventes de véhicules électriques. 1 véhicule sur 2 mis sur la route. Alors, c'est vrai qu'il y a des questions de niveau de vie, de coût de la vie, qui font que ils achètent plus facilement des voitures à plus de 50 000 euros. Et donc, t'imagines, ça fait plus de 50 000 euros, ça fait plus de 70 000 $ canadiens. En gros, ils sont en train quand même de tracer la route pour tous les autres. Et c'est pas juste un phénomène français. Je voyais un sondage récent, une étude qui disait que 46% des Européens disent aujourd'hui qu'ils orienteront leur prochain achat automobile vers un véhicule électrique. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ça arrive au moment. Et là, c'est des choses qu'on attend vraiment avec passion. Moi, là aussi, je me souviens des dernières années où les nouveautés du marché électrique, ça arrivait comme, tu vois, il y avait une nouvelle Tesla tous les 3 ans, il y avait, une nouvelle Renault, bref.
bref. Non, là, il va se passer plein de choses. Il y a une pluie de nouveaux modèles qui va arriver là. Je pense à Volkswagen, par exemple, tu sais, qui a sa plateforme qui s'appelle BEV, qui vont adapter en plusieurs modèles. Il y a l'ID4, qui est la version SUV. On dit SUV chez toi ou pas? Oui, tout à fait, SUV. Super, on est d'accord alors. La version SUV de l'ID3, ça va aussi devenir l'Audi Q4, etc. Et puis chez Mercedes, qui jusque-là a fait des choses intéressantes, mais qui n'ont pas rencontré un succès énorme. On pense à l'EQC et au van, à l'EQV. Ça y est, on aura bientôt le QS, c'est-à-dire la grande berline, qui va être terriblement cher, mais qui va afficher plus de 700 km d'autonomie. Ils ont promis qu'il y aurait 8 nouveaux modèles électriques dans les 2 années à venir, donc il y en aura 4 cette année et 4 l'année d'après. Et ils viennent d'ailleurs de montrer, j'allais dire, au salon CES de Las Vegas, ou enfin au salon CES sur Internet, la planche de bord, le tableau de bord de l'EQS, qui est une espèce de magnifique écran plat qui fait 1,40 m de large. Donc c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas juste concentrés sur la motorisation, sur les batteries et le reste, mais aussi sur l'expérience et l'interface à bord. Donc voilà, ça nous annonce, je pense, une année 2021 assez passionnante, où surtout on va avoir une pluie de nouveautés, et ça fait plaisir. On ne manquera pas de sujet pour nos prochaines chroniques, mon cher Cédric. C'est déjà tout. Je te remercie beaucoup pour ta présence, et on va mettre le lien vers ton podcast dans les messages, là, le texte en bas de Silence on roule. Donc, pour une prochaine, mon cher? Avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Une voiture électrique, c'est essentiellement un moteur électrique avec une batterie. Et une batterie, c'est des composés chimiques qui sont grandement impactés par le froid. Alors l'hiver, lorsqu'il fait moins 15, moins 20, moins 25, il est normal que les réactions chimiques à l'intérieur de la batterie soient affectées et cette dernière aura moins d'autonomie. Mais en plus d'avoir moins d'autonomie, ça sera plus lent lorsqu'on va vouloir la recharger. La batterie est un peu au ralenti, comme si les composantes chimiques sont engourdies par le froid. Donc, si vous arrivez à une borne de recharge rapide et que votre batterie est froide, ça sera beaucoup plus long pour vous recharger. Ça peut parfois être 2, voire même un peu plus que 2 fois plus long pour vous charger. C'est pas un défaut du véhicule, c'est pas un défaut de la borne, c'est tout simplement le résultat du froid sur la chimie de votre batterie. Il n'y a pas de truc miracle, il faut garder votre batterie chaude dans un garage ou la préchauffer ou alors rouler avant d'arriver à la borne rapide pour en tirer le maximum. Compte tenu de la pandémie, les activités de l'AVEC sont essentiellement limitées à des conférences en ligne actuellement. La prochaine conférence, c'est le dimanche 28 février à 13h30. J'aurai la chance de donner une conférence pour la bibliothèque de l'Aie-Cèdre. L'inscription peut se faire via le site de l'AVEC dans la section du calendrier des activités. 3 autres conférences intitulées Le véhicule électrique est pour vous, données par Simon-Pierre Rioux. La première, le 10 mars 2021 à 18h30, c'est à Beaconsfield. La conférence sera en anglais. La prochaine sera le mardi 20 avril 2021, 19h pour la FADOC. Et finalement, le 28 avril 2021 à 19h, une autre conférence pour la bibliothèque de Brossard. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence on roule remercie tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Nicolas Lambert, Cédric Ingrand et Patrick Danielson. Nous remercions également le Garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence on roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toute question concernant l'émission peut être adressée à martin@silenceonroule.com. Pour les questions générales qui regardent l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, pour vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archives.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.